C'est ouvert toujours. Je voudrais savoir quelle est la différence entre cotisation et cotisation manif. C'est simplement la part, comment dire, à partir du moment où on organise des manifestations, on reçoit des sommes, et à l'occasion de ces manifestations, les personnes souhaitent faire la démarche d'adhérer. Donc les cotisations, c'est le tout venant des cotisations. Les gens nous envoient un chèque par la poste et ils nous disent qu'ils veulent adhérer. À ce moment-là, ça c'est cotisation. Les cotisations manif, c'est celles qui sont attachées à une manifestation. Voilà. Et donc on rajoute les deux et on a le total des cotisations. D'accord. Quel est le taux de renouvellement des adhérents? Je ne peux pas vous dire. En gros. Parce qu'on a quand même une diminution forte. Je veux dire, quand vous dites on est à 9%, sur les cotisations, c'est-à-dire les cotisations réelles, pas celles de manif, on est à 17% en dessous. Alors vous avez beau dans le bilan dire qu'on est à 300 ou 350 ou 400 adhésions en moins, on a une diminution des adhésions. Or, vous l'avez dit tout à l'heure, le poids d'une association comme la nôtre, c'est certes la force qu'elle a au niveau des manifestations, mais c'est la force qu'elle représente vis-à-vis des pouvoirs publics en disant on a X adhérents. Or, attendez, je n'ai pas terminé. Or, je constate qu'on est en diminution et je constate que les cotisations, les adhérents, ça a un effet retard. C'est-à-dire, vous avez dit vous-même qu'en 2012, il y avait un gros effort de fait qui n'a pas été repris en 2013. Et donc, on a un effet retard. C'est-à-dire, si on accumule, si on ne redynamise pas chaque année avec la même force le côté recherche d'adhésion, puisque par définition, malheureusement, il y a un certain nombre d'adhérents qui disparaissent pour un certain nombre de raisons, on appauvrit la force de l'association. Donc, là-dessus, moi, je souhaiterais qu'il y ait une réflexion sur les adhésions et sur le fait qu'on ne peut pas se permettre, dans une association comme la nôtre, d'avoir une diminution des adhérents. En tout cas, ce que je peux vous dire, mais peut-être d'autres auront un autre complément à vous apporter, mais qu'effectivement, on a ce que je peux dire un turnover important, c'est-à-dire qu'on a régulièrement beaucoup de gens qui ne réadhèrent pas, enfin qui adhèrent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans et qui arrêtent d'adhérer pour les raisons qui leur appartiennent. Deux, on a fait une campagne d'adhésion il y a 2 ans qui était spécifiquement ciblée sur l'adhésion. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a eu autant de succès. Et l'année dernière, c'est pas qu'on n'a pas fait une campagne d'adhésion, mais en fait, elle était aussi en lien avec le projet Pulse qu'on avait présenté au ministère de la Santé. Elle était ciblée sur Pulse. Et donc, beaucoup de gens, on a collecté quelque chose comme 25 000 € qui étaient des dons. Et donc, les personnes n'adhéraient pas. Et donc, en fait, on a collecté de l'argent, mais effectivement, il y a eu, par vase communicant, il y a eu plutôt moins d'adhérents qui ont adhéré au moment de cette campagne et plus de donateurs. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, on insiste toujours auprès des gens en disant il n'y a pas de différence pour vous, on ne va pas vous abreuver de courriers tout le temps. Vous n'avez pas d'obligation à être adhérent. Par contre, le fait d'être adhérent, c'est une force politique. Et effectivement, on essaie de communiquer aussi là-dessus, mais on a certainement des progrès à faire à nouveau. Je vous félicite pour la qualité de votre présentation. Le problème que j'ai était tout à fait mineur. C'est un problème de terminologie, des dettes. Vous nous avez expliqué ce qu'étaient ces dettes. Alors, bien sûr, nous comprenons. Mais pour la personne qui lit ce document, on a l'impression que ce sont des dettes. Si vous voulez, pour moi, ce n'est pas une dette. Pour le commun des mortels, ce n'est pas une dette. Vous avez, notre association a pris un engagement auprès de gens qui font de la recherche de dépenser une certaine somme. Il n'est pas sûr que ces sommes soient dépensées. Peut-être que ces recherches vont s'interrompre. Donc, il serait peut-être bon de modifier un peu la terminologie de ce poste de manière plus explicite, telle que vous nous l'avez fait.
Après, vous avez sûrement raison en termes de communication, mais c'est vrai que c'est un terme comptable, et comptablement, ça s'appelle une dette. Et c'est vrai que c'est une dette puisqu'on est quand même engagé vis-à-vis des chercheurs. Après, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et en effet, dans la présentation, on pourrait peut-être du coup préciser le terme. Je ne sais pas si le commissaire aux comptes peut appeler ça autrement. Mais... C'est un terme comptable. Est-ce qu'on est obligé de mettre ce terme dans un rapport financier? Alors, pour moi, c'est plutôt une dette dans la mesure où ce sont des dons qui sont affectés et qui sont affectés par votre conseil d'administration qui dit, voilà, nous nous engageons à dépenser 300 000 euros en termes de frais de recherche. Donc, effectivement, c'est un montant important parce qu'on a plusieurs années qui glissent le temps que tout soit dépensé. Le fait que ce soit le conseil d'administration qui vote, ça donne un caractère de dette certaine quand même. C'est un engagement fort. Bon, maintenant, effectivement, on pourrait peut-être, dans la présentation qu'on en fait au public, expliquer un peu plus, pas mettre simplement dette, mettre fonds de recherche restant à dépenser, par exemple. Mais c'est une dette. Voilà. Je crois qu'on va trouver un accord et merci Daniel d'avoir soulevé ça. Je pense que pour l'année prochaine, on va essayer de présenter les choses un peu différemment. Je voudrais quand même revenir sur votre question, monsieur, ça a beaucoup d'importance, votre question sur les adhérents. Hein. On s'est rendu compte de cela. Effectivement, c'est un problème que les gens envoient des dons sans vouloir adhérer. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à la façon dont on va présenter les choses pour nos appels futurs, pour que, effectivement, c'est très important, vraiment très important, d'avoir un nombre d'adhérents qui ne soit pas en baisse et même qui augmente. Ça va être un élément de réflexion pour l'année qui vient. En tous les cas, merci d'avoir soulevé ce point. Je dirais aussi qu'effectivement, une condition, c'est la mobilisation des adhérents existants. Si chacun arrive à parrainer 10 personnes autour de lui et à faire adhérer, voilà, mais le tout, c'est de créer le mouvement et de faire en sorte que l'ensemble des adhérents existants se embrayent sur cette dynamique. Mais je pense que c'est sans doute la voie la plus prometteuse, parce qu'à partir du moment où on fait de la proximité, on a moins de mal effectivement à recueillir des résultats, et en faisant remplir le bon, en recueillant le chèque, en envoyant le tout à l'association, on est sûr que ça se fait. Bon, et il y a sans doute une opération à monter qui permettrait effectivement d'aller là-dedans. Ah, oui. Violaine, juste le micro pour monsieur Roy. J'avais le micro, donc je continue peut-être. Je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, madame, allez-y. C'était pour juste un autre poste du camp d'exploitation, donc si monsieur veut répondre. D'accord, si c'est sur les adhésions. Oui, sur les adhésions. Jean, tu connais ma position. Il faut effectivement que chacun, la plupart des adhérents, puissent parrainer, puissent s'organiser comme tu le dis. Il faut, je pense, toujours, que l'association mette à disposition des adhérents un tout petit outillage leur permettant de le faire. Parce que on n'a pas, l'adhérent de base n'a pas nécessairement ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut, c'est une lettre type, le bulletin d'adhésion, enfin, le process tout simple. Sinon, personne ne va prendre l'initiative de faire la photocopie du bulletin que vous envoyez une fois par an. Il faut un minimum. Par courrier, dans ce cas. Par mail, pour ceux qui ont les mails. Bon, je pense qu'effectivement, c'est un travail. On va y réfléchir et je vois que vous êtes très motivé. Vous pourriez être associé à cette réflexion, monsieur, parce que vraiment, je pense que c'est comme l'explique Jean, et que vous reprenez d'ailleurs pour votre compte. Il faut dire autour de nous, tout le monde a autour de lui des personnes qui donnent. Ils donnent parce que bon, la cause est quand même grave, donc ils donnent. Mais l'acte d'adhésion est autre chose. Et je pense que vraiment, il faut qu'on travaille ça. Et pourquoi les gens n'adhèrent pas? Parce qu'on ne leur explique pas, et parfois parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir tous ces papiers. Ils ont un problème autour de ça, de tous ces papiers qui arrivent et dont ils ne veulent pas. Donc il faut qu'on travaille sur les deux points. Pourquoi, comment, et faire un effort pour l'année qui vient.
Merci. On va passer à un point suivant parce que ça sera un atelier de l'année qui vient. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions... je voulais juste... Pardon. Oui, j'avais oublié. Non, mais c'est pas grave. Mais je vais revenir sur les dons, sur les adhésions. C'est vrai que c'est très difficile. Comme vous disiez, Madame Casaler, c'est plus facile d'avoir des dons que de faire des adhésions. Et c'est vrai qu'il y a toujours, pour faire partie aussi d'une autre association, il y a toujours un blocage. On donne, mais on n'adhère pas forcément. Et c'est très, très difficile. Mais bon, on s'y emploiera aussi. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur le compte de résultats, simplement pour reparler du matériel. Oui. Du matériel donc, qui est mis à disposition. Moi, je suis un peu étonnée que ça apparaisse dans le compte de résultats. Parce qu'il y a du matériel, c'est vrai, qui est d'un coût assez, pas très élevé, mais il y a du matériel aussi dans l'association, style fauteuil électrique, etc., voilà. Alors, je le verrais mieux, disons, qu'on fasse justement remonter dans les IMO pour justement plus gérer le matériel, qu'on l'évalue, puisque ça a quand même une valeur, et que ce soit plutôt au bilan plutôt qu'au compte de résultats. Enfin, c'est un petit peu comptable ce que je dis, mais je crois que c'est plus ou moins la première année qu'on en parle, et je ne comprends pas bien comment c'est géré. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Le matériel, il est au bilan. Et en fait, c'est juste qu'on... Si. Mais en fait, il y a des provisions. Et donc, comptablement, c'est très compliqué le matériel. Parce qu'il y a des immobilisations avec des... moi, personnellement, j'en vois pas un bilan. Parce qu'en 2013, on n'a pas d'acquisition de matériel en IMO. Et alors qu'en charge, on a un poste matériel neuf et occasion, on a un poste maintenance de matériel et on a un autre poste transport matériel handicapé. Donc tout ça, ça a un coût. Je ne sais pas dans quoi vous regardez exactement, mais c'est sûr que c'est dans les immobilisations, le matériel. Et après, ce qui apparaît, si je ne me trompe pas, au compte de résultat, c'est les provisions et reprises de provisions, puisqu'en fait, c'est amorti au fur et à mesure. Non. Non. Bon, alors je vais laisser le commissaire au compte qui va vous expliquer ça, mais c'est sûr que c'est dans les immobilisations. Voilà, ça demande d'être précisé, mais je ne crois pas que ce soit... Parce que c'est vrai que c'est un poste important, là, maintenant, qui prend de l'importance. Peut-être moins parce que du fait que maintenant, on pourra avoir... le patient pourra avoir des matériels qui sont loués plutôt qu'achetés. Je crois que c'est ça, je ne me trompe pas. De la part de la... disons, on pourra avoir le remboursement. Voilà. Donc, on aura peut-être moins besoin de matériel pour... voilà. Mais c'est cette valeur de matériel qu'on ne retrouve pas dans le bilan. Alors, je me permets de répondre. Oui. Si vous avez quand même cette année, si vous allez à la page 10, je ne sais pas si vous avez tous les détails. Non, on n'a pas le détail. Non. Alors, bref, vous avez une acquisition d'immobilisation cette année pour 131 000 € quand même. Mais elle est sur le poste construction. Ah non. Ah ben Si, elle est acquisition sur le poste construction. Là, c'est la version non détaillée du bilan que vous avez. Donc, c'est des termes qui sont c'est le logiciel de comptabilité qu'on n'a pas pu modifier. Oui, mais c'est effectivement les achats de matériel. Ah, d'accord. Et en fait, il y a trois niveaux au niveau du matériel. Il y a le matériel qu'on immobilise, qui va au bilan. Le petit matériel inférieur à un certain qui vient dans les charges et dans le résultat. Et puis, il y a quelque chose que vous pouvez expliquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète du matériel, ce matériel a une contrepartie dans le résultat qui s'étale sur plusieurs années. C'est ça que j'ai du mal à expliquer. Ce qu'on appelle l'amortissement, en fait. C'est l'amortissement, oui. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, un matériel qu'on immobilise, que vous allez trouver à l'actif du bilan, donc cette année, les acquisitions, c'est 131 000 €, va se trouver amorti. Le terme d'amorti est un petit peu compliqué. En fait, c'est une répartition de cette immobilisation en charge. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer que le financement initial rentre en charge sur plusieurs années et que les plusieurs années vont permettre de le financer, quoi. De renouveler son financement, pour être précis. Donc, vous avez toutes les dépenses liées à votre matériel, pour partie à l'acquisition en immobilisation. Les petits matériels de valeur moindre sont directement comptabilisés dans les charges de l'exercice. Et après, vous prenez en charge de l'exercice donc ces fameux amortissements. Voilà. Merci.
Non, ma question était simplement, oui, parce que c'était pas dans l'état d'immobilisation, c'était pas dans le poste matériel. Donc j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'acquisition de matériel, en fait. Bon. Okay. Merci. Merci, Madame Ange. S'il n'y a pas d'autres questions, si, allez-y. En 2 secondes, en tant que médecin au Centre SLA associé de Dijon, du service de neurologie du CHU, j'ai été très étonné qu'en aucune façon, soit sous forme de plaquettes, de prospectus, il n'est proposé ou il n'est informé à la fois du malade ou de la malade, comme des membres de la famille, qu'il existe la RSLA. Ça n'est pas signalé. Ça n'est pas question d'imposer. C'est le centre SLA du service de neurologie du CHU de Dijon. Et ça n'est pas connu. Alors quand j'en ai parlé, oui, on va écrire au professeur Giraud et on va lui envoyer quelques plaquettes. Merci d'avance. Je vais juste rajouter que c'est spécifique, c'est indépendant de chaque centre SLA et chacun fait comme il veut, comme il peut. Oui, mais on les invite fortement quand même à le faire. Bien sûr. Merci. Oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Je confirme parce que j'ai fréquenté le centre de Dijon, il n'y a aucune information. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être organisé beaucoup plus systématiquement. Parce que les gens consultent naturellement, ils se présentent au centre parce que c'est là qu'ils vont, et c'est là qu'on leur demande d'aller pour pouvoir suivre l'évolution de la maladie. Mais on n'a pas de relation avec l'ARSNA à cette occasion-là, à aucun moment. C'est 2 mondes séparés. Alors je ne sais pas si c'est différent ailleurs, mais je suis allé à Besançon aussi parce que j'ai eu l'occasion de suivre un malade qui a commencé à Besançon et terminé sur Dijon. Et à Besançon, c'est pareil. Il n'y a absolument aucune information. Enfin, il y en avait pas, parce qu'il y a quand même 4-5 ans maintenant, voire un peu plus. Mais donc, je pense que l'idée de monsieur est tout à fait pertinente. Il y a un rapprochement très solide à faire pour qu'à l'occasion des consultations qui sont systématiques, tout le monde en fait, enfin tous les malades le font, qu'il y ait un lien vers l'ARS, vers l'ARSLA, pardon, pour que on sente ce lien très fortement. Alors qu'aujourd'hui, en allant à Dijon, en Besançon, on ne le sentait pas. On a eu l'occasion de le savoir autrement, on a eu le lien autrement, nous, mais autrement, on ne le sentait pas du tout au moment de la consultation. Ce dont je témoigne, c'est actuel, ça date de quelques semaines. Écoutez, il y a Hélène Danowski qui souhaite intervenir. Oui. Bonjour. Je profite de cette intervention pour vous dire combien nous attendons d'aide à l'association, parce que dans ces régions-là, effectivement, nous n'avons pas de bénévoles. Et dans d'autres centres, nous avons des bénévoles qui sont là, faisant le lien entre l'association et les patients. Et donc les patients, à ce moment-là, font connaissance avec l'association grâce à eux. Donc si vous pouviez, dans ces régions, faire un petit peu appel aux bénévoles, voilà, les malades pourraient mieux connaître notre association. Je crois que c'est un point très important qui est soulevé. Effectivement, nous savons, c'est la première chose. Il faut effectivement, avant de pouvoir se rapprocher des centres, il faut qu'on ait un réseau de bénévoles qui puisse être auprès de ces centres. C'est ça notre sujet et c'est le sens de la réflexion que nous engageons sur les bénévoles avec Florence Cléretti-Boviel et Hélène Danowski. Je crois que c'est la première chose. Il faut avoir les bénévoles pour mailler complètement le territoire national. Une fois qu'on a cela, c'est une chose. Il faut aussi renforcer les liens avec les centres SLA, développer, les rencontrer. Nous avons une présence forte, bien sûr, à la réunion annuelle de la coordination des centres SLA. Cette année, elle a lieu à Nice. Nous y allons nombreux. Et je pense que ce sera un point que l'on soulèvera lors de cette coordination de la nécessité et que, finalement, nos adhérents et au sein de notre Assemblée générale, c'est un point important qui a été soulevé. Ça sera une chose qui sera rapportée aux responsables des centres SLA de la demande qui est faite par les familles, par les familles des malades et des malades, de renforcer les liens entre les centres SLA et
et l'association. Effectivement, c'est regrettable, parce qu'à Paris, par exemple, ce n'est pas le cas. Nous sommes très présents à la salle prière. Mais j'imagine que dans d'autres régions, je comprends que ce n'est pas le cas, en particulier sur Dijon. En fait, on organise régulièrement, mais pas assez souvent, des réunions régionales avec les centres SLA, avec les équipes de soignants de centres SLA. On en a fait une à Dijon, mais il y a un peu trop longtemps, et donc il faut revenir. Voilà. Ah, si je peux juste me permettre, c'est vrai que tous les centres SLA ont des fonctionnements très différents les uns des autres. Des équipes très différentes aussi. Voilà, Hélène l'a dit, la répartition des bénévoles en France est aussi très très irrégulière. Il y a des régions où on a des équipes très importantes qui ont des liens très forts avec les centres, et d'autres équipes, d'autres régions où c'est pas le cas. Et ça, on le voit à tous les niveaux de l'association. Je sais que moi, je le vois beaucoup au niveau des postes de matériel. Ça, malheureusement, les régions qui sont avec des centres plus modestes et des équipes inexistantes ou très faible, malheureusement, ce lien n'est pas forcément fait. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Ça s'explique peut-être à Dijon, comme vous le disiez. Ouais, ce qui explique à Dijon. Et Besançon n'est pas un centre SLA. Plus exactement, la médecin neurologue affectée au centre SLA est assez récente, a été nommée récemment, et c'était une autre personne. Oui. Avant, une jeune qui a quitté la région. D'accord. Alors c'est peut-être aussi cette rupture dans l'information et la communication. C'est pas du tout. Merci de nous l'avoir signalé. Oui. Effectivement. C'est ce que je fais au service, mais ce changement de titulaire, de neurologue du poste, affecté au centre SLA et récemment affecté là. Donc il n'y a peut-être pas eu l'information de l'association, peut-être. Très bien. Juste une petite chose encore, il existe plusieurs centres SLA qui n'ont pas de bénévoles, et les professionnels des centres peuvent aussi prendre le relais. Oui, oui, c'est bien. Je l'ai dit qui pouvait se présenter, qui est au membre du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a du centre SLA? Oui, bonjour. Je voulais dire aussi bravo pour cette organisation aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans un contexte qui est très agréable, avec le conseil d'administration nouveau que nous avons la chance d'avoir. Je suis sur Angers. Je suis dans l'association. J'ai été pendant 3 mandats en fait au conseil d'administration, et je suis depuis plus de 20 ans en fait accompagnante, pas responsable. Mais c'est vrai que les équipes de neurologues, par exemple, ont changé l'année dernière, et il y a eu un retour en fin d'année de personnes suite au décès de leurs proches, qui nous ont dit, mais on ne savait pas, c'était la volonté d'eux, et on le sait souvent qu'après. Et ils apportaient des chèques au docteur qui avait pris le relais, hein, et le docteur me téléphonait en disant, j'ai des chèques dans un tiroir, là, pour vous. Alors là aussi, c'est un petit peu nous qui sommes responsables. Alors je relance aussi une possibilité, c'est-à-dire que quand on a un listing qui est quand même renouvelé plus ou moins. Il y a 3 années successives où la personne a donné ou pas donné. On est peut-être le contact qui pourrait aussi dire continuer à adhérer. Ou alors dans une famille où la personne dit moi je veux bien être le relais pour la suite, étant donné que c'était le vœu de maman ou voilà. Mais il y avait une question aussi, c'est qu'il y avait dans la famille quelqu'un qui était du cancer, donc on voulait faire une répartition entre, bon c'est pas à nous de la faire non plus, mais de garder un relais aussi avec la famille qui a sollicité en fait de nous faire un don, c'est important. Puis d'autres se sont trouvés aussi à venir en disant on n'a même pas pensé à le mettre sur l'avis de décès, et c'est peut-être regrettable parce qu'on aurait peut-être eu davantage de résultats aussi. Et puis aussi je dis que le don, et je renouvelle que étant dans d'autres associations, il faut être adhérent, et les 25 € qu'on donne, il ne faut pas que ce soit un don, il faut que ce soit aussi une adhésion, et le cas échéant un complément. Et ça, il faut le faire comprendre aussi. Bien sûr. Je pense que c'est tout. Merci. Bon, il faut peut-être passer à la lecture du rapport, Monsieur Decouche. J'ai bien compris qu'à la demande pressante du conseil d'administration, je ne ferai pas une lecture exhaustive des rapports, mais un abstract.
Voilà, donc nous venons travailler, nous, après, effectivement, déjà un expert comptable, une vision du comité de la charte. Et donc notre travail consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques qui conduisent à la certification des comptes. Donc mon rapport est en 3 parties. Cette première partie sur l'opinion sur les comptes annuels, où donc nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères, et donne une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre association à la fin de cet exercice. En clair, les comptes sont certifiés sans réserve. Une deuxième partie consiste à exprimer une justification de certaines appréciations. Et là, pour une fois, j'ai quelque chose à dire qui n'est pas bien grave, rassurez-vous. L'adossation aux frais de recherche qui avait été décidée par votre conseil d'administration était de 400 000 €. Mais ça incluait 50 000 € qui finalement ont été adressés directement aux chercheurs par le biais de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et ça n'a pas transité par votre association. Donc au final, votre association n'a dépensé que 350 000 € sur les frais de recherche. Et par ailleurs, nous avons au niveau des matériels effectué des tests. On ne peut pas faire de l'exhaustif puisque le parc est extrêmement important et réparti sur toute la France. Donc nous avons fait des tests de procédure qui se sont révélés satisfaisants. Enfin, troisième partie, en tant que vérification spécifique, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations qui vous ont été données dans le rapport financier de Madame la Trésorière et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels. Donc la communication nous paraît cohérente. La seule chose qu'on ne sommes pas en mesure de vérifier, mais c'est vraiment une simple question matérielle, c'est l'information qui vous est donnée sur l'aide technique dans l'essentiel. Là, on peut pas, elle existe, on suppose qu'elle est bonne, mais on ne peut pas la vérifier. Donc ce n'est pas un point très négatif. J'ai un deuxième rapport qui s'appelle le rapport spécial sur les conventions. Les conventions réglementées, ce sont les mouvements de fonds, entre guillemets, entre l'association et des personnes qui y sont directement ou indirectement intéressées. Dans votre cas, le cas de l'association finance chaque année par dotation des projets de recherche qui sont menés par des laboratoires. Au sein de ces laboratoires, certains chercheurs peuvent également être membres soit du conseil d'administration, soit du conseil scientifique. Donc les fonds qui sont donnés par l'association rentrent dans ce cadre des conventions réglementées. Donc cette année, nous en avons 4. Une convention avec l'INSERM de la Salpêtrière, avec le projet de recherche de M. Christian Lopsiger, j'espère que je prononce bien, à hauteur de 38 000 €. La personne intéressée, Mme Séverine Boilet, qui est associée au projet et vice-présidente du conseil scientifique. Une convention avec l'INSERM à Montpellier. Et là, la personne intéressée est M. Cédric Raoul, qui a perçu une dotation de 50 000 € et qui est membre du conseil scientifique. Une convention avec l'unité 930 de l'Université de Tours, le CHRU de Tours et l'hôpital Bretonneau. Le projet de recherche de M. Philippe Corsia a bénéficié d'une dotation de 43 000 €. Il est membre du conseil scientifique. Et enfin, une convention avec l'INSIA, l'Université de Bordeaux, où le projet de recherche de M. Pascal Branchereau a bénéficié d'une dotation de 18 000 €. Et donc les 50 000 € initiales, c'est le cas dont je parlais tout à l'heure, ayant été financés directement par la FRC, et M. Branchereau est vice-président du conseil scientifique. Voilà, ça c'est une obligation de vous donner ces éléments d'information. Mais pour cette année, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour votre parfaite information. Très bien, merci beaucoup, M. Decouche. S'il n'y a pas d'autres commentaires dans la salle, je vous propose de passer au vote. Il y en a. Ah. Excusez-moi, mais j'avais oublié, c'est important. Cela s'est passé en 2013. On n'a jamais ce qui s'est passé en décembre de l'année. Parce que
Ah bah si, ça fait plusieurs années. Non, mais excusez-moi, mais on a seulement 4 ou 5 pages pour l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est justement un document qui est préconisé, voire imposé par le comité de la charte. Et donc le comité de la charte nous demande d'envoyer ce document qui est une sorte de condensé de l'année, aussi bien au niveau du rapport moral, au niveau des activités, au niveau des comptes. Et pour eux, l'idéal, ça serait 4 pages, qu'on réduise toute la vie de l'association sur 4 pages et qu'on envoie ça à tous les adhérents et à tous les donateurs. Bien sûr, comme nous sommes agréés par le comité de la charte, on le fait. Mais quand il s'agit de faire des choix, quelquefois, on ne cite pas toutes les manifestations. Alors, je ne sais pas à quelle manifestation en décembre fait défaut, mais on ne choisit pas le mois de décembre exprès. Hein. Ah mais non, il n'existe pas du tout. Non, c'est pas ça du tout. Non, l'année prochaine, il y aura peut-être le mois de décembre. C'est une sélection de manifestations que l'on fait. Quand il y a une manifestation importante, disons, on a peut-être pris les plus importantes en 2013. Oui, mais parce que pour nous, on a eu plusieurs manifestations en décembre, successivement en décembre. Voilà, c'est celle d'Angers en décembre qui vous titille. Eh ben, oui, parce qu'on ne le connaît pas au mois d'octobre, par exemple, et puis qu'on nous sollicite. En tout cas, désolé si pas nouveau. Désolé si on ne l'a pas cité, mais ce n'est pas du tout une question de mois de décembre. Ce document est édité en avril ou mai, au moment où on envoie la convocation à l'Assemblée générale. Donc on fait une sélection qui est absolument pas objective, donc, mais pas ciblée sur les manifestations de décembre ou les manifestations qui ont lieu à Angers. Ça, je suis désolé. Hein. Oui, mais c'est un fait. C'est un redit que je dis. Et ce que je voulais préciser simplement par rapport à ce que disait M. Decouche, c'est au niveau du matériel, c'est qu'effectivement, et c'est des discussions qu'on a avec le comité de la charte, c'est que c'est difficile d'évaluer les matériels, puisqu'il y a le matériel que nous on achète, ça c'est très facile à évaluer. Par contre, le matériel que l'on nous donne, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on a transigé avec le comité de la charte, on a dit on va avec Marine et avec Kenny travailler très fort pour faire un inventaire exhaustif de notre matériel et on va le publier dans nos comptes, enfin en annexe des comptes, justement, ils ne peuvent pas être à l'intérieur des comptes parce qu'on ne peut pas les évaluer, et dans l'essentiel. Et donc là, c'est la première fois où vous avez une idée assez précise du nombre de matériel qu'on a. On n'a pas le chiffre, mais n'empêche qu'on a une idée de notre richesse en matériel. Et ça, c'est un axe d'action très important de l'association, et c'était important pour nous de le communiquer. Mais du coup, le commissaire aux comptes ne peut pas le certifier, voilà, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour ce qui est du rapport spécial du commissaire aux comptes, il faut quand même préciser que dans la règle et dans le règlement intérieur de l'association, au niveau du conseil scientifique, les personnes qui sont éventuellement concernés par un projet de recherche et qui sont membres du conseil scientifique, évidemment, ne participent pas aux discussions qui concernent leur propre recherche. Ils doivent sortir de la salle et c'est bien sûr des experts qui sont complètement indépendants des personnes qui sont liées à cette recherche, qui décident, qui évaluent ces projets au même titre que tous les autres projets. Et donc, il n'y a pas de favoritisme pour telle ou telle personne. C'est important de le souligner. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va passer au vote. Yves, on passe les votes, y compris le rapport moral. Je pense qu'il faut... Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que là aussi, par souci, surtout lorsqu'il y a des grèves de SNCF, par souci d'impliquer le maximum d'adhérents de l'association, on a mis en place depuis plusieurs années un système de vote par procuration. Ça nous a paru très important. C'est compliqué et lourd à gérer. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés pour faire le dépouillement et pour faire cette opération. Mais il y a eu 268 suffrages exprimés par procuration. Le vote a été fait à l'avance par ces personnes-là. Et ici, vous avez bravé aussi la grève SNCF, mais vous êtes quand même 52 personnes présentes et vous avez 83 procurations avec vous. Et donc, nous sommes 135 votants, ce qui fait en tout 403 votants. L'autre chose, c'est que si vous en êtes d'accord, on va voter à main levée. C'est plus pratique et c'est plus rapide. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui soient complètement opposés à ça, mais ça serait très compliqué à organiser dans la seconde. Je vais vous proposer de voter le rapport moral. Alors, on vous a remis, pour ceux
qui ont des procurations, un petit carton avec un chiffre inscrit dessus. Donc merci lorsque vous votez de bien montrer votre... Oui. Pardon? Oui. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a que ce que je viens de dire, c'est ceux qui ont des procurations ont un carton. Ceux qui n'ont pas de procuration ont leur main. Enfin, ils gardent leur main. Et l'autre chose que je vous propose, ce que je vous propose, ça sera de compter les abstentions et les non, et comme ça on aura par règle de 3 le nombre de oui. Pour la première résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral de la présidente, approuve le dit rapport et lui donne quitus de sa gestion. Donc je voudrais savoir qui s'abstient, qui est contre. On est d'accord que ça veut dire que c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup pour votre confiance. Pour la deuxième résolution, l'Assemblée générale approuve l'attribution des dotations de recherche à RSLA 2013 d'un montant global de 350 000 €. Donc, M. Decouche vous a expliqué tout à l'heure qu'on avait décidé 400 000 €, mais il y a 50 000 € qui ont transité par la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Qui s'abstient sur cette résolution? Qui est contre? Donc, adopté à l'unanimité. Troisième résolution, les dons reçus par Internet au cours de l'exercice 2013, soit la somme de 30 606 €, sont affectés à l'objet de l'association. Ça aussi, c'est une nouvelle obligation que l'on a. Je ne sais plus si c'est à cause des commissaires aux comptes ou si c'est à cause du comité de la charte. Mais voilà, on est obligé de voter ça. Ce qui fait aussi, ce qui nous fait un problème aussi de trésorerie. Je dirais que ces 30 600 €, ils sont bloqués et on les utilise l'année d'après. Mais qui s'abstient donc sur cette résolution? Qui est contre? Donc unanimité. Quatrième résolution. Là, c'est l'affectation du résultat. L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat négatif de 183 752,76 € tel que ressortant au compte de résultat, synthétisant l'ensemble des opérations survenues, tout secteur et tout budget confondus, de la manière suivante. Alors, je ne sais pas si vous avez le tableau sous les yeux, mais je vous l'explique en 2 mots. Le résultat donc, de l'exercice 2013, moins 183 752,76 €. L'amortissement des matériels financés par les dons repris sur la réserve spécifique, soit 21 770,73 €, ça donne un montant à affecter de moins 161 982,03 €. Montant affecté au poste, report à nouveau à moins 258 098,53 €. Et les réserves dédiées à l'amortissement des matériels financés par les dons de 96 116,49 €. Et donc on arrive à l'affectation équivalente de moins 161 982,04 €. Alors pour cette affaire, alors moi je ne comprends pas tout ce que je vous raconte, mais je vous propose néanmoins de le voter. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, merci pour votre confiance sur cette explication magistrale. Pour la 5e résolution, là on comprend mieux. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier de la trésorière relatif à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013, des bilans, comptes de résultats arrêtés à la date du 31 décembre 2013 et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les bilans et le compte de résultats de l'exercice 2013 et lui donne quitus de sa gestion. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, 6e résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve et ratifie les opérations décrites dans son rapport. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup.
Donc ensuite, ça doit être le budget prévisionnel. Voilà. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport financier de la trésorière, approuve le budget prévisionnel 2014, présentant un total équilibré en produits et en charges de 1 085 000 €. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. La 8e résolution, on n'a pas augmenté la cotisation annuelle depuis des années et des années, ça viendra peut-être à l'ordre du jour, mais elle reste, et le conseil d'administration propose qu'elle reste à 25 €. L'Assemblée générale donc propose de maintenir pour 2014 le montant de la cotisation annuelle à 25 €. Qui s'abstient? Qui est contre?